Je suis Douglas McMartin de l'Université Cornell et je vais vous parler de la modification du rayonnement solaire, la MRS, que l'on appelle aussi géo-ingénierie solaire. En fait, l'idée, c'est que si l'on pouvait réfléchir plus de lumière soleil vers l'espace, cela refroidirait la planète. Un peu plus de 1% de lumière solaire réfléchie serait plus que suffisante pour compenser toutes les émissions de CO2 que nous avons ajoutées à la planète jusqu'à présent. Quelques idées ont fait l'objet de débats sur la façon de procéder et l'idée la mieux comprise est probablement celle de l'injection d'aérosols dans la stratosphère. C'est comparable à ce qui se passe après les grandes éruptions volcaniques. Par exemple, lorsque le mont Pinatubo est entré en éruption en 1991 aux Philippines, et il a mis environ 30 mégatonnes d'aérosols de sulfate dans la stratosphère. Donc, il s'agit d'une couche de l'atmosphère qui est située à 20-25 km au-dessus du sol, où l'air est suffisamment stable pour que tout ce que l'on y met persiste pendant un an ou plus et réfléchisse la lumière du soleil. Après le mont Pinatubo, la planète s'est refroidie d'environ un demi-degré pendant 1 ou 2 ans. Et donc, en principe, il serait possible de concevoir et de construire des avions qui pourraient répartir des matières à cette altitude. Et donc, on pourrait en quelque sorte reproduire délibérément cette approche. Nous avons ensuite l'éclaircissement des nuages marins. Voici une image prise au large de la côte atlantique de l'Europe. Chacune de ces lignes que vous voyez comme un nuage est causée par l'interaction entre la pollution d'un navire et l'air local qui est au-dessus de lui. La pollution donc peut soit créer un nuage là où il n'y en avait pas, soit rendre un nuage plus lumineux, et donc il n'y a pas besoin de pollution pour faire ceci. En principe, on peut pulvériser de l'eau salée et l'effet sera le même. C'est un petit peu moins sûr, car les interactions entre les aérosols et les nuages sont probablement la partie que l'on comprend le moins du système climatique. Et l'un des autres aspects de cette situation, c'est que donc les aérosols stratosphériques se répandent autour du globe, donc c'est une approche intrinsèquement mondiale, tandis que l'éclaircissement des nuages marins, du moins en principe, peut se faire au niveau régional. Par exemple, l'Australie envisage de l'utiliser pour refroidir la grande barrière de corail. Donc, ça ne veut pas dire que les effets climatiques sont limités pour autant à une région particulière, mais ils peuvent être concentrés à une région particulière. On a une approche similaire qui est l'amincissement des cirrus. Les cirrus réchauffent la planète en piégeant et en ajoutant de la chaleur. Donc, si on peut réduire une partie de cette importante couverture, ça refroidit la planète. Mais c'est assez incertain et pas sûr que ça fonctionne pas vraiment en réfléchissant à la lumière du soleil, mais d'un point de vue de la gouvernance, il y aurait des conséquences similaires. Il y a également d'autres moyens qui pourraient fonctionner. En principe, on pourrait réfléchir la lumière du soleil depuis l'espace, mais c'est certainement beaucoup trop coûteux et donc ne va pas se faire de sitôt. Et en principe, il y a aussi des idées pour réfléchir la lumière du soleil à la surface de la planète. Mais ici, toute la question est de déterminer la surface nécessaire pour y parvenir. Je vous donnais le chiffre d'1%. Et pour vous donner un autre ordre d'idée, la totalité de la zone continentale des États-Unis représente près de 2% de la surface de la Terre. Donc on ne peut pas peindre tous les toits en blanc ou en clair pour faire une grande différence à l'échelle planétaire. Et donc, quel est le contexte de l'utilisation de ces approches ou de la façon d'y réfléchir? On ne peut pas les utiliser pour remplacer la réduction des émissions. Si on le faisait, on se contenterait de brûler tous les combustibles fossiles qui sont dans le sol. Il faudrait un forçage croissant, de plus en plus chaque année, et on aurait besoin de maintenir ceci pendant très longtemps, tant que le CO2 est dans l'atmosphère, c'est-à-dire pendant 10 000 ans, voire plus. Donc, mais on ne sait pas à quelle vitesse nous allons pouvoir passer à zéro émission. Et on ne sait pas non plus quels seront les effets sur le climat lorsque nous le ferons. Donc il est probable que nous dépassions l'objectif de réchauffement de 1,5 degré fixé par l'accord de Paris. Et hormis la réduction des émissions, il est également possible d'aspirer le CO2 directement de l'atmosphère, c'est ce que l'on appelle l'EDC, l'élimination du dioxyde de carbone.
Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'idées, mais aucune d'entre elles n'est encore menée à grande échelle. Et donc, on ne sait pas à quelle vitesse elles seront mises en place et déployées. Étant donné ces éléments, il est donc plausible que nous ayons un certain dépassement de nos objectifs de température. Et la question pour la MRS, c'est de savoir s'il est logique de lisser la courbe. Y a-t-il moins de risques à suivre la trajectoire bleue qu'à suivre la trajectoire verte? Il y a bien sûr quelques réserves qui sont implicites dans la façon dont je viens de formuler cela. C'est-à-dire, le choix d'utiliser la MRS n'affecte pas en soi le profil d'évolution des émissions, mais c'est peut-être l'un des plus grands risques. Une des autres observations, c'est que la MRS n'affecte pas le système climatique de la même façon que les gaz à effet de serre. Et donc, l'état du climat qui est étiqueté au point 2 n'est pas le même que l'état du climat qu'on voit au point 3. Par exemple, cela va changer les régimes de précipitation régionaux. Je vais vous montrer un résultat rapide d'un modèle pour illustrer ceci. À gauche, on voit le réchauffement et la modification des précipitations qu'on obtiendrait dans le modèle si on laissait la planète se réchauffer d'1 degré Celsius à cause du CO2. Et à droite, on voit une simulation de ce même CO2 ajouté, mais qui est ensuite compensé par le refroidissement grâce à l'injection d'aérosols dans la stratosphère. Cela fonctionnerait plutôt bien à l'échelle mondiale, mais il y a de grandes réserves. La première, c'est que cela vient d'un modèle, donc c'est soumis à de très grandes incertitudes. Et la deuxième, c'est que toutes les gens ne vivent pas au même endroit. Donc, si on regarde séparément les lieux, par exemple dans cette simulation particulière, c'est pas vrai dans toutes les simulations, mais là oui, les précipitations sur l'Inde ont diminué. Donc, il faut être très prudent pour éliminer l'impact global. Donc, je vais résumer avec quelques questions essentielles de gouvernance. Donc, on a parlé d'incertitude. Il n'y a pas eu de recherche suffisante pour comprendre ce qui se passerait si on utilisait l'une de ces techniques. Et même après avoir fait ces recherches, il y aura une certaine incertitude qui est tout simplement insoluble. La question fondamentale, c'est vraiment de savoir qui va décider et comment ces décisions vont être prises. Car si l'on fait ceci, cela va affecter tout le monde sur la planète. Donc, il va savoir quelles voix, au singulier ou au pluriel, vont se faire entendre dans cette décision. Que se passe-t-il si certaines personnes ou des endroits sont vraiment touchés par cette décision? Donc, cela soulève des questions de surveillance, d'affectation ou de compensation. Comme je disais, comment faire en sorte que cela ne soit pas utilisé comme une excuse pour ne pas atténuer les dommages, ce qui dans la littérature s'appelle l'aléa moral, ou le problème de dissuasion de l'atténuation. Et enfin, comment gérer le déploiement de compétences sur de très longues périodes? On a mentionné le dépassement, et en fonction des hypothèses sur le dépassement des températures souhaitées et de la vitesse à laquelle le CO2 peut être éliminé, ce dépassement pourrait être essentiel ou plus. Donc, si on compte sur la MRS pour refroidir la planète et qu'on arrête brusquement, les températures rebondiraient à leur niveau initial. Donc voici pour aujourd'hui, et donc j'ai très hâte de participer aux questions-réponses et je vous remercie.